cette quatrième journée du Summer Camp, organisée par l'IDAC, agence culturelle du département de la Gironde. Après l'emploi culturel et comment pérenniser et développer une entreprise culturelle en temps de crise. Ça, c'était le 7 juillet au chapiteau à Bègle. Quelle médiation artistique et culturelle avec les personnes en situation de fragilité et quel lien au public et aux personnes à l'heure de la distanciation sur la question de la médiation à Plassac le 8 juillet et également sur le domaine de Certes le 9 juillet. Nous avons souhaité évoquer la question de comment envisager une programmation, la programmation d'un événement annulé, différé ou repensé cet après-midi à partir de 14h et celle de quelle politique culturelle sur un territoire suite à une crise engendrée par le ou la Covid-19. Donc vous êtes bien au bon endroit. Nous sommes à Rions et je vais laisser de ce pas la parole au maire de Rions, monsieur Vincent Joanneau, pour un petit mot d'accueil. Bonjour. Je suis ravi au nom de l'équipe du conseil municipal de Rions, qui est nouvellement élue depuis quelques semaines, d'accueillir la Summer Camp de l'IDAC. Alors on a eu, hélas, je ne vais pas dire le malheur, mais de ne pas avoir cette année le festival de Rions de Ruez-vous, auquel est associé donc l'IDAC depuis de longues années. Et donc c'est une chance pour nous de compenser un petit peu cette annulation qu'il y a eu début juillet. Et puis je suis aussi ravi de retrouver l'IDAC, parce que c'est ma première prise de position en public depuis les élections, et que ça soit l'IDAC qui vienne ici à Rions, j'en suis ravi, puisque j'ai une relation, j'ai une relation particulière avec l'IDAC et depuis quelques années dans le cadre d'autres activités, et donc que l'action culturelle vienne à Rions pour échanger sur les pratiques et sur les perspectives. Donc aujourd'hui, dans le cadre du post-Covid, c'est une opportunité pour nous. Et puis c'est aussi une chance de pouvoir envisager, de continuer de tisser des liens avec l'IDAC et le département de la Gironde, et tant par rapport au festival que par rapport à d'autres projets que la municipalité déploiera dans les prochaines années, en relation avec la communauté de communes. Donc merci de nous faire confiance et nous sommes donc ravis de vous accueillir, vous et puis toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, et nous serons ravis de vous accueillir ici à Rions. Merci. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil et vous avez commencé à faire la transition pour un autre mot d'accueil, monsieur Jérôme Gauthier, vice-président de la communauté de communes Convergence Garonne, vice-président en charge de la culture et du sport. Voilà, donc Jérôme Gauthier, vice-président en charge de la politique culturelle de la communauté commune Convergence Garonne. Comme l'a dit Vincent Joanneau il y a quelques instants, le week-end dernier, nous aurions dû animer les rues de ce merveilleux village qui est celui de Rions dans le cadre du Ruez-vous. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce Summer Camp ce matin, ici à Rions, dans un cadre assez bucolique et magnifique, il faut bien le dire, parce que Rions cumule le beau cadre patrimonial, naturel et donc culturel, des bâtiments en l'occurrence. Je voudrais remercier évidemment l'IDAC, puisque l'IDAC c'est un partenaire de la communauté commune de la politique culturelle depuis de très nombreuses années. On travaille déjà avec eux dans le cadre du Festival d'Artolier, on travaille encore avec vous dans le cadre donc de Convergence Garonne. Donc on est évidemment très heureux d'avoir été choisi pour ce moment de réflexion tout à fait partagé. Et puis en plus le sujet est forcément de triste actualité, si on peut dire, mais il est important de penser l'avenir, et j'espère qu'aujourd'hui on va réussir à développer des pistes pour penser notre avenir commun. Très bien. Monsieur le maire, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, je voudrais préciser qu'ici nous sommes dans un clos,
Nous sommes accueillis par un particulier qui nous met à disposition son jardin et c'est aussi le symbole de la relation que nous essayons de tisser depuis quelques années entre la commune et la communauté de communes, en faisant en sorte que les habitants puissent aussi s'impliquer dans le festival. Et donc j'en profite aussi donc pour remercier le propriétaire de bien vouloir nous accueillir. Merci. Philippe Sanchez, directeur de l'IDAC, je vous passe la parole. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de venir ici à Rions. C'est vrai que depuis que nous avons commencé nos pérégrinations sur le territoire girondin, dans des sites départementaux et à l'invitation de partenaires en Gironde, ça nous permet à la fois de redécouvrir le territoire. On était à Plassac il n'y a pas très longtemps, qui est donc une villa gallo-romaine gérée par la direction de la culture du département, et y compris quand on y va, entre techniciens, équipes et avec nos partenaires, on se rend compte qu'on a beaucoup de lieux de Gironde à découvrir, et c'est vraiment important à la fois de valoriser différents domaines, que ce soit, certes, tu en as parlé Alexandra, mais également le travail qui est mené dans les territoires, à Rions et sur les différentes communautés de communes. Et d'ailleurs, sur ce type de rencontre, initiée par notre pôle ingénierie ressources avec Gwenaëlle et Clémence et Alexandra à la manœuvre, on a cette chance d'avoir à la fois des personnes avec nous qu'on connaît bien et qui sont venues nous rejoindre ce matin, à la fois élus des territoires, des intercommunalités, mais aussi de festivals, également des collègues. Je salue Hélène Fribourg, Marine Pommier, la direction de la culture, qui sont avec nous. Je vois Sadia qui est sur l'association Tout est possible, également élu aussi, à Bègle. Jean-Louis Saumon, élu. Célia sur la CDC du Réolé en Sud-Gironde. Les nuits atypiques. Dans d'autres, je crois que j'ai aperçu aussi la forge de Portet avec Mathilde. Carlina Cavador qui se frotte les yeux, qui mène un très beau travail avec la rurale dans le Créonais. Et Sébastien Carlier, merci d'avoir fait le parcours depuis Pissos ce matin du parc pour nous rejoindre. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de se retrouver après les périodes de confinement et de doute que nous avons eu et que nous avons encore sur les conditions de la reprise de l'activité culturelle, mais pas que culturelle, elle est sportive, elle est au niveau de notre société, du vivre ensemble, et en même temps d'une forme d'urgence à recréer rapidement du lien entre nous pour échanger sur ce qui nous arrive et reprendre le chemin d'une forme de normalité, même si on évoquait rapidement là, les festivals, Ruez-vous et d'autres, on a encore beaucoup d'inconnus sur les conditions du spectacle, des formes hybrides, de l'espace public, des salles de concert, des grands rassemblements. Et pour autant, il nous appartient d'inventer, de ne pas tarder pour reprendre la main sur une situation qui pourrait durer. Et de toute façon, c'est un enjeu fondamental à ce que on puisse accompagner les artistes, l'éducation artistique dans les territoires et soutenir les opérateurs, les communes. Et c'est un travail bien sûr qui n'est pas que le travail de l'IDAC, puisque le département de la Gironde, avec la direction de la culture et puis les autres missions du pôle culture départementale sont à l'œuvre. Mais également c'est un travail de coopération, puisqu'on a nos collègues de la région, de l'État, et bien sûr que la situation sera d'autant plus surmontée qu'elle sera appréhendée collectivement et qu'on pourra inventer des solutions et s'adapter à la situation. J'en dis pas plus, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Je vous laisse la parole, je reprends ma place dans le public, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc nous allons poursuivre sur cette lancée. En effet, merci Philippe sur cette question de coopération, d'accompagnement des projets artistiques et culturels en Gironde. C'est vraiment dans l'ADN de l'agence culturelle départementale. Nous allons terminer le petit tour de table, en tout cas pour présenter le dernier témoin, Christophe Azéma. Donc, je te laisse te présenter peut-être, Christophe. Bonjour, oui. Donc, Christophe Azéma, je suis le responsable du service culturel de la communauté de communes Convergence Garonne.
Voilà. Très bien. Et donc, dans le public, nous avons constitué un public que l'on a appelé complice. Donc, en effet, Philippe a commencé à en présenter certains d'entre eux. Donc, Carlina Cavadoret, en effet, de la rurale à Créon. Ça fonctionne ? Et donc, Célia Sanchez, de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Je vois aussi Sébastien Carrier, parc naturel régional des Landes de Gascogne. Céline Marsol, qui vient... un micro qui fonctionne mieux apparemment. Céline Marsol qui vient donc de la communauté de communes Latitude Nord-Gironde. Je pense que c'est toi qui viens de plus loin. Et je crois que j'ai fait le tour de notre public complice. Et bien sûr, l'idée, c'est bien d'échanger lors de cette rencontre, d'être en conversation avec nous ici présents, mais également avec les personnes qui se sont inscrites sur cette journée. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière vos ordinateurs, à nous transmettre vos réactions, vos remarques, vos questions. Et Gwenaël Prudhomme, mon collègue à mes côtés, me transmettra ou prendra la parole pour faire ce lien-là. Et nous y tenons. Voilà, nous avons vraiment fait en sorte que vous puissiez également participer à cette rencontre. Bien sûr, on aurait préféré être tous ensemble, mais le contexte fait que, voilà, on innove. Et nous aussi, IDAC, on innove finalement, parce que ce type de rencontre, c'est bien la première fois qu'on l'organise. Donc, merci encore pour cet accueil. Très heureuse, en effet, de pouvoir accueillir toutes ces personnes du territoire, autant d'acteurs différents. C'est une vraie richesse que cette diversité. Alors, je vous présente très rapidement le cadre de la rencontre, parce qu'il y a une petite règle du jeu quand même à respecter. Les questions seront posées en distanciel et transmises par Gwenaël. Il y aura 3 questions. Vous avez pu le voir sur le programme et sur les différentes journées du Summer Camp. Ces 3 questions, nous aurons une demi-heure à peu près pour y répondre. Donc 15 minutes pour nos témoins principaux et ensuite 15 minutes avec le jardin, pas la salle, et les personnes à distance. Et on passera sur la suivante. Donc on a 1h30 à passer ensemble. Donc merci encore à tous d'être là. Avant de commencer sur la première question, j'avais envie de faire une petite définition de ce que pouvait être une politique culturelle. Alors bien sûr, il y a des millions de définitions et je crois surtout qu'il faudra s'arrêter à celle que vous allez incarner aussi aujourd'hui en tant qu'élu principalement et dans le public aussi. Mais j'ai trouvé dans le guide des projets culturels de territoire édité par l'agence culturelle Mayenne en collaboration avec l'agence culturelle Grand Est un travail de définition de ce que c'est qu'une politique culturelle. Et donc qu'entend-on par politique culturelle? Donc je vais vous le lire pour être bien au plus proche de cette définition. Une politique culturelle, c'est une feuille de route regroupant les orientations que les décideurs publics souhaitent développer et mettre en œuvre sur leur territoire en matière culturelle. Elle fixe des objectifs et définit les moyens pour y parvenir. Cette politique culturelle, elle se construit en cohérence avec les axes de développement des autres politiques publiques du territoire, qu'il s'agisse de l'économie, de la jeunesse, de l'environnement, etc., et participe au développement du territoire. Donc, bon, voilà, c'est un cadre donné pour ce que pourrait être une politique culturelle. En préparant la rencontre aussi, en échangeant avec quelques personnes témoins, on m'a posé la question, mais bon, c'est vrai que l'agence culturelle de la Gironde, c'est surtout le spectacle vivant. Est-ce que dans le cadre de cette intervention, on va restreindre à ce champ
artistique. Donc bien entendu que non, puisque toutes les disciplines sont représentées dans les politiques culturelles de territoire en fonction de la spécificité du territoire et des collectivités. Donc forcément, c'est le spectacle vivant, le théâtre, la musique, les arts de la rue, le conte, mais aussi les arts visuels, le patrimoine, les arts numériques, les métiers, etc., etc. Donc tout le monde pourra s'y retrouver. Donc, j'avais une petite définition sur le territoire, mais j'y reviendrai après, parce que ça fera beaucoup de définitions autrement. Donc, la communauté de communes Convergence Garonne, dès la fusion des communautés de communes en 2017, mais ça, vous pourrez en parler et préciser les choses, vous avez vraiment souhaité mettre au cœur de votre travail la dimension culturelle. Donc, vous avez fait un gros travail, me semble-t-il, vous, en commission culture, avec les habitants, d'un travail de concertation. Donc, déjà, on peut dire que vous étiez déjà en marche, vous êtes toujours en dynamique, et vous étiez en dynamique. Donc aujourd'hui, dans le contexte qui est celui qu'on connaît de la crise sanitaire, qu'est-ce que cette crise a changé à vos quotidiens d'élus et de techniciens dans ce contexte de crise? Qu'est-ce que ça change finalement pour vous aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette politique culturelle? Qui veut commencer? Alors, si vous voulez bien, je vais reprendre un tout petit peu ce à quoi vous avez fait allusion. C'est vrai que le territoire Convergence Garonne est un territoire récent, vous l'avez dit, issu de 3 communautés de communes avec des pratiques complètement différentes, puisque la communauté commune donc, de Podensac avait comme pratique culturelle uniquement le réseau d'action publique. Les Côtes de Garonne n'avaient aucune politique culturelle définie. Et puis la communauté commune du Vallon de l'Artolie, par contre, avait donc une politique culturelle développée, déjà mise en place. Donc quand le service culture a été mis en place dans la nouvelle communauté commune, qui allait s'appeler donc peu après Convergence Garonne, donc sous l'égide de Christophe Azéma, il a fallu faire un état des lieux de tout ça et on s'était dit que c'était le bon moment finalement pour lancer une politique culturelle. Et comme vous l'avez dit, nous avons donc développé tout un partenariat avec UBIC. Donc, et je remercie François Poutier pour tout le travail qui a été fait, tous les étudiants qui ont été présents, sous forme d'ateliers participatifs. Donc on a vraiment, dans lesquels on retrouvait les élus évidemment, mais aussi tous les acteurs territoriaux autour de la culture, des bénévoles, associatifs, institutionnels. Et ces ateliers ont été très riches d'enseignements. Et justement, ce qui est important, c'était d'arriver à définir une politique culturelle. C'était évidemment la mission qui était donnée à UBIC. Et nous avons donc en assorti 3 axes qui sont aujourd'hui dans les statuts de la communauté des communes. Donc, c'est évidemment pas du tout négligeable. Donc, la mise en valeur des patrimoines. Alors, on est vraiment à Rions ici, on est vraiment complètement dans le sujet. Tout ce qui est la mise en réseau des acteurs culturels. Et puis, tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Puisque dans l'éducation artistique et culturelle, nous avons un partenariat depuis longtemps aussi avec le Réolais en Sud-Gironde, dans le cadre du Vallon de l'Artolie dans un premier temps, et dans le cadre de Convergence Garonne, on a signé donc un Cotéac. Donc on a cet élément-là. Et pour prolonger votre question un petit peu, l'intérêt, je vois aujourd'hui à avoir défini ces différents axes, ça nous permet d'avoir quelque part des références. Parce que vous savez, la période dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une période dans laquelle on ne sait plus rien finalement, on est un peu perdu, on ne sait plus grand-chose, on ne sait plus trop où on va. Et l'avantage, je crois, c'est qu'on se dit, voilà, on a au moins ce repère-là, quelque part dans la tempête, si on peut dire. Et je trouve ça important d'avoir fait ce travail préalable, qui est un long travail, mais qui nous permet, encore une fois, d'avoir des références constamment. Ça, je trouve ça important. Il faut se méfier d'un effet pervers qui serait une trop grande rigidité, puisque évidemment, la situation actuelle, on voit bien qu'il faut toujours s'adapter, sans cesse s'adapter. On ne sait pas encore comment nous adapterons demain ou après-demain. On va peut-être y mettre des hypothèses dans les minutes qui viennent. Mais je trouve qu'avoir défini ce cadre, je pense que c'était un plus au niveau de la communauté des communes, quoi. Très bien. Peut-être Christophe, pour rebondir en effet sur cette dimension de projet culturel de territoire et le travail aujourd'hui qui peut être mené dans ce contexte de crise. Oui, donc nous avons ce contexte effectivement nous a amené comme tous les acteurs culturels ici présents
amené à réfléchir, à se poser des questions sur comment on allait rebondir par rapport à cette crise. Tout le monde s'est posé, dans tous les services culturels de France et ailleurs, se sont posé la question. Nous, effectivement, on a fait, j'ai l'impression, un petit peu comme tout le monde. On n'a pas non plus inventé l'eau chaude. D'une part, des annulations. Travailler sur des reports possibles de spectacles et surtout travailler aussi au soutien des artistes et des compagnies artistiques qui étaient prévues et qui ont dû être annulées. Donc ça a été une grosse partie de notre travail et une priorité en tout cas en lien bien sûr avec les élus, en lien virtuel puisque la grande difficulté pour tout le monde aussi a été de travailler à distance, de travailler en réseau virtuel et de pouvoir se coordonner entre toutes les différentes instances aussi. Cette coordination, nous on est vraiment au cœur dans un service culturel entre les élus, entre les compagnies, entre les prestataires, donc on coordonne un petit peu tout ça et c'est vrai qu'être au milieu de tout ça dans un virtuellement depuis chez soi, derrière son ordinateur, dans son jardin, effectivement ça a été un petit peu particulier et ça a demandé plus de temps, en tout cas de temps. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même temps de réaction à distance que en présentiel comme on dit aujourd'hui. C'est très important ce que dit Christophe là, parce que effectivement le manque de relations directes humaines a également joué sur la manière dont on a pu travailler, parce que c'est forcément compliqué. On se voit régulièrement avec le service culture, on fait des échanges, et même si on se téléphone ou on se regarde à travers un écran d'ordinateur, c'est forcément pas la même chose. Et on était doublement frustrés, très frustrés d'abord parce qu'évidemment on ne pouvait pas mettre en place tous les projets qui ont été élaborés. Ça c'est évidemment en direction des plus jeunes dans le cadre de l'EAC ou des adultes dans d'autres cadres par exemple. Donc ça c'était évidemment un vrai problème, une vraie frustration. Mais il y avait aussi cette frustration humaine, relationnelle. On disait, comment on fait pour travailler ensemble, comment on fait pour avoir des allers-retours plus spontanés finalement. Là tu presque prendre des rendez-vous virtuels et c'est vrai que ça a aussi été très gênant, il faut bien le dire, pour le bon fonctionnement. Ouais. Voilà, et perturbant dans le temps. Voilà, donc ça a demandé plus de temps de rebondir sur ces annulations notamment de spectacles et sur aussi cette coordination avec les acteurs culturels du territoire, puisque comme disait Jérôme Gauthier, on travaille en réseau avec les acteurs locaux, les acteurs culturels de notre territoire, et il a fallu que chacun aussi se retrouve et on a pu permettre aussi un moment, quelques temps de coordination, mais parce que voilà. Mais en tout cas, on a aussi discuté entre nous comment chacun. Donc là, je peux citer les gens qui étaient présents. On a cité qui sont là déjà. Mathilde Avignon à la Forge ou Céline aux Nuits Atypiques. Il y avait aussi les Festes Baroques, le Château Cadillac et tous les festivals aussi qu'on accompagne et qui sont en réseau avec nous. Côté jardin à Podinsac, je dis ça parce qu'il est juste là. Le parc Chavat à Podinsac. Le balade en Cadillac. Voilà, et les festes baroques aussi. Et on a discuté entre nous comment les uns les autres pouvaient rebondir. Est-ce que les événements vont pouvoir avoir lieu? Dans quelles conditions ils vont pouvoir avoir lieu? Donc il y a eu aussi une grande solidarité dans le réseau, on va dire professionnel, et alors là pas que local mais aussi départemental voire aquitain, avec beaucoup de solidarité et beaucoup d'accompagnement chacun à la recherche d'informations et à la transmission d'informations entre les gens, entre les professionnels du réseau, enfin des réseaux, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Le réseau, la Fédération des Arts de la Rue Grand Rue, le réseau 535, voilà, beaucoup de gens ont travaillé pour trouver des solutions. Et chacun était associé et a réfléchi. Donc nous, au niveau local, on s'est aussi, en tout cas, moi j'ai essayé de coordonner un petit peu ça au niveau local et comment ensuite on peut s'adapter localement, sachant que pouvoir s'adapter, dans un premier temps c'était annulé puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc la loi de toute façon nous l'imposait. Donc tout ce qui était dans ces dates-là était... Et ensuite comment rebondir par rapport à ça et dans quelles conditions on pouvait rebondir. Est-ce que les événements peuvent avoir lieu? Dans quelles conditions ils peuvent avoir lieu? Et effectivement ça a été assez compliqué et ça l'est toujours aujourd'hui. Oui, il y a vraiment ce travail de
il y a la question de la temporalité et vraiment de ce relationnel qui a vraiment été différent de nos usages habituels, de nos habitudes. Et c'est ça qu'il a fallu réajuster. Alors, c'est dans cette adaptation-là, en effet, peut-être qu'aujourd'hui, il y avait cette question de contrainte. On était dans un cadre contraint, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, on peut voir aussi qu'on peut avoir une relation de travail et un fonctionnement qui peut être différent, et potentiellement, on peut aussi s'appuyer sur soit les nouvelles manières de faire ou de nouveaux outils qui peuvent être complémentaires à ce que l'on a connu jusqu'ici. Donc je ne sais pas pour vous, Monsieur Joanneau, si comment vous, dans votre quotidien, quel impact ça a pu avoir dans votre relation aussi avec la communauté de communes ou les techniciens en charge de la dimension culturelle. Alors, disons que pour moi, c'était une situation un petit peu inédite, puisque j'ai été élu maire avec donc le 15 mars et confiné le 19. Okay. Donc, impossible de rentrer en mairie pendant 2 mois. Et donc, de fait, ma marge de manœuvre était quasi nulle. Donc de fait, je n'avais pas de relation particulière avec la communauté de communes. En revanche, à une échelle locale, il y a eu, je peux dire, un peu par provocation, il y a eu beaucoup de trafic de tissus, de trafilo, de boutons, puisque des personnes qui ne se connaissaient pas se sont organisées sur les réseaux sociaux pour répondre à la demande de masques. Et donc, alors là, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais il faut que je précise en amont que le village, et on va dire, est réparti en trois grandes zones. C'est une commune qui fait plus de 2000 hectares, donc avec le plateau, les vignes, et avec 2 grands hameaux. Voilà, et ensuite le coteau et le village, le bourg. Et on a dans le bourg, donc il y a une proximité, limite une promiscuité entre les habitants, et donc forcément il y a une vie sociale. Il y a une vie sociale intense. Vous avez peut-être entendu parler du cercle, où des habitants se sont mobilisés pour maintenir ouvert ce bar associatif. Et donc il y a eu au cours de cette période de confinement parfois des conflits, mais comme il y en a partout ailleurs, mais aussi de la solidarité. Et cette solidarité, donc, elle s'est bâtie essentiellement autour de pour beaucoup autour de la production de masques, mais aussi pour donner des coups de main pour les voisins. Et je crois que cette période de confinement, elle a beaucoup impacté notre relation au temps et à l'espace. Donc au temps, je vais commencer à l'espace, parce qu'à l'espace, on était confinés chez nous, avec une perspective assez courte, qui est limitée à notre mur ou notre jardin. Et puis le temps, donc le temps, puisqu'on n'avait pas de perspective pour sortir. Il était difficile de construire un projet. Et je crois que nous avons tous été, ou pour beaucoup, impactés par le temps et l'espace. Et on sait combien le temps et l'espace sont les grands principes de l'éducation d'un enfant. Et donc là, honnêtement, on a été, au niveau de la commune, on a vu apparaître des initiatives spontanées qui sont venues souvent de personnes qui travaillent dans la culture, qui avaient qui étaient confinés et qui avaient envie de sortir de la logique de subir, mais plutôt de construire et d'offrir un peu de sourire à la population. Et je prendrai un exemple qui m'a marqué, c'est donc un musicien que certains connaissent aussi ici, qui fait de l'harmonica, qui joue de l'harmonica et qui s'est associé avec une une guitariste qui travaille au conservatoire et pour l'UNICEF aussi, je crois, et qui ont monté une petite scénette pour remercier l'épicière d'avoir ouvert l'épicerie pendant le confinement.
Et des habitants se sont associés à cette démarche-là. Et pour certains, ces personnes ne se connaissaient pas. Et là, en fait, le confinement, comme vous le disiez, c'est une contrainte, mais la contrainte, il faut être capable de la transformer en opportunité. Il faut dépasser l'outil numérique parce que ça ne suffit pas pour se rencontrer, mais ça peut faciliter les contacts. Et il y a un deuxième point que je voudrais aussi dire, c'est la question du temps lent. On vit tous rapidement. Il faut toujours faire vite les choses. Et du jour au lendemain, il faut apprendre à marcher lentement, à ne pas prendre la voiture, etc. Et parce que tout le monde était confiné chez lui ou devant son pas de porte, que des gens ont commencé à se parler. Et des gens qui vivent habituellement à 20 mètres l'un de l'autre. Et là, il y a des idées qui sont venues. Comment on peut investir l'espace, comment on peut investir la voirie. Quand il y a des espaces abandonnés sur la voirie, il y a des habitants qui se sont mis à regarder l'espace du public et ont commencé à réfléchir à des propositions qui nous seront portées dans les prochains mois, nous en tant qu'élus. Et là, il y a des personnes qui nous ont dit, mais en fait, je prends du plaisir à lire sur mon pas de porte. Donc, elles ont installé un transat, une chaise, etc. Et là, ça pose la question pour moi, le confinement, ça pose la question de comment on veut vivre ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a envie de bâtir comme récit commun. Quel sens donner finalement à cette situation. Merci pour vos témoignages sur cette première question. Donc nous allons passer à des observations, des remarques, des questions aussi potentiellement qui peuvent être soit transmises par Gwenaëlle, comme on l'a indiqué en début de rencontre, et dans le public, notre public complice. Potentiellement des questions, des remarques par rapport à ce qui vient d'être dit par nos témoins. En attendant de vos questions, peut-être qu'on peut faire un petit plan sur la facilitation graphique qui est en train d'être réalisée derrière nous par Tiana Castelnau, qui nous accompagne tout au long de ce Summer Camp. Donc voilà, qu'on vous laisse découvrir. Voilà, on entend des petits frottements sur le papier derrière nous, imperceptibles pour vous sûrement. Donc peut-être, je ne sais pas, Célia, la communauté de communes du Réolien Sud-Gironde, par rapport à ce que M. Gauthier évoquait aussi tout à l'heure, les partenariats qui existent entre vos deux communautés de communes. Oui, bonjour. Effectivement, oui, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Joanneau, que j'ai trouvé fort intéressant et qui fait écho effectivement à ce que nous aussi, professionnels de la culture, on a pu vivre, ou en tout cas ce que j'ai pu en vivre moi. Christophe le disait également. J'ai trouvé qu'on avait plus de temps. On avait plus de temps nous a permis de nous recentrer et de rechercher le sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout s'est arrêté. On a mis peut-être un petit peu de temps pour décélérer et au final, se poser les questions du sens. Quel va être mon rôle aujourd'hui, au moment de la crise sanitaire, au moment où tout s'est arrêté. Et comme tu l'as dit, Christophe, je te rejoins là-dessus, accompagner les acteurs culturels a été vraiment la première chose qui est apparue comme essentielle par rapport à une action sur un territoire. Donc effectivement, en accord avec mon élu, on a commencé à faire de la veille culturelle pour permettre aux acteurs d'accéder à l'information, de faire le tri aussi un petit peu dans tout ce qui se passait et qui n'était pas évident de comprendre.
Donc ça a vraiment été ça qui a fait sens pour moi, retrouver donc du coup cette proximité aussi auprès des acteurs et retrouver du sens dans l'action en allant au plus près des besoins du territoire sur le moment. Après, je dirais qu'il y a eu aussi, alors l'espace s'est réduit effectivement de manière géographique, mais je trouve aussi, comme l'a dit Christophe, que ça s'est élargi parce qu'on a pu accéder à des réseaux. Il y a des mouvements de solidarité qui se sont mis en place. Voilà, l'outil numérique nous a quand même permis d'accéder à beaucoup de choses et de créer du lien qu'on n'avait pas forcément le temps de faire habituellement ou qu'on n'avait pas forcément le temps d'aller chercher. Et les réseaux ont été assez salvateurs, même si parfois, effectivement, le sentiment d'isolement était là à certains endroits parce qu'on a manqué peut-être un peu d'accompagnement au plus haut niveau et qu'on se sentait un peu seul sur nos pratiques pour savoir dans quelle direction aller et comment on pouvait aussi rassurer les équipes et les accompagner. Là, je pense notamment à ce qu'on a pu faire auprès de l'école de musique. Donc, on avait toute une équipe d'enseignants qui travaillaient à distance, seuls chez eux, qui donnaient des cours, qui n'étaient pas forcément formés, qu'il a fallu aussi accompagner pour pouvoir leur permettre de continuer leur activité. Voilà ce que je peux ajouter. Vous vouliez dire quelque chose peut-être, Monsieur Saumon ? Ah oui, pardon. Oui, petit nettoyage du micro avant de passer à une autre personne. Monsieur Saumon. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que Célia a déjà dépeint un peu le tableau. Alors certes, c'était quelque chose de très brutal et je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. D'abord, la première phase, ça a été répondre au quotidien. Et c'est vrai que le quotidien, c'était les choses qui fonctionnaient déjà, notamment l'école de musique. Il a fallu tout réinventer avec un enseignement à distance qui a été possible, pas pour tout le monde, mais par le développement dans nos territoires du numérique et des liaisons numériques, de la fibre et de la DSL. C'est quelque chose de très important, c'est en train de se développer, mais ça a permis de faciliter les choses et on a vu les carences où il y avait des débits trop faibles. Et on a vu poindre aussi des inégalités entre des gens qui n'ont pas tous les mêmes moyens, ou matériels, ou intellectuels, pour avancer là-dedans. Donc ça, c'est un petit point à ne pas négliger. Et puis, après, c'est vrai que tout ce qui était culturel, qui s'est mis un peu en stand-by, il a fallu renouer les liens. Renouer les liens, c'est quelque chose aussi de très fort. Alors, avec les artistes aussi, et avec les artistes, mais aussi avec les agents au sein de la communauté, il a fallu aussi toujours maintenir ce lien pour essayer d'avancer. Et je crois que là, je rejoins le maire de Rions aussi. Quelque chose qui a été important et qu'on a vu vraiment ressurgir, c'est cette notion de solidarité qui avait un peu disparu. Tout le monde est bloqué chez soi devant ses écrans, alors que là, on cherchait un peu... les personnes étaient un peu désœuvrées, on cherchait de la solidarité, aller voir les gens quand on pouvait, un peu, malgré le confinement. Voilà, c'est des axes forts moi, que je retiens de cette période-là. Très bien, merci beaucoup. Oui, en effet, sur cette question de l'accessibilité, du lien et du sens, encore une fois, que l'on peut donner à cette période. Est-ce que d'autres personnes dans le public souhaitent intervenir ? Sébastien, Céline oui, Sébastien Carlier, donc pour le PNR Landes de Gascogne. Oui, mais je rejoins effectivement dans un premier temps sur un grand territoire de 52 communes qui est le parc, avec aussi bien des élus que des compagnies artistiques et des associations. Alors, il faut que je me lève parce qu'on ne me voit pas. Bien, donc le premier temps a été effectivement celui de où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut sauver et comment on peut essayer de trouver les réchappes pour essayer de maintenir un ensemble d'actions. On s'est un peu épuisé à l'exercice parce qu'on a vu que ça a commencé à durer pas mal.
Nous, l'action qui a été forte, ça a été aussi d'être solidaire envers les enseignants et en particulier qui se retrouvaient à faire de la formation, on va dire, enfin de l'école à distance. Donc on a créé une lettre buissonnière, la petite lettre buissonnière, qui a permis de donner des bonnes idées d'activités autour des questions d'éducation environnement et d'éducation aussi artistique, avec voilà, des artistes, avec des aquarellistes qui ont contribué, qui ont essayé d'apporter des petites méthodes, des petits exercices auprès des enseignants qui le diffusaient directement aux parents. Ça a été énormément apprécié. On a des parents qui nous ont écrit directement au parc, nous remerciant de tout ça, parce que ça leur a donné aussi une bouffée d'oxygène. Ça les a reconnectés, on va dire, à leur environnement local et très local, que ce soit un balcon de jardin ou un grand jardin dans un aérial. Et puis après, effectivement, c'est la proximité avec nos partenaires, artistes ou associations, où effectivement, là, ça a été le lien direct pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment se réadapter à tout ça et comment sauver un petit peu les meubles. Nous, on était dans une période très particulière parce qu'on avait en plus une très grosse manifestation en cours qui était les 50 ans du parc, avec une création participative, donc avec des compagnies artistiques dans le domaine des arts de la rue. Donc tout ça a été également stoppé. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué à gérer. Et puis progressivement, le rythme, moi j'ai senti un rythme qui s'est un peu posé. Ça n'a pas été les premières semaines, mais plutôt au bout des, on va dire, 4-5 semaines où ça s'est posé. Et ça a été le temps de voir un peu les points de faiblesse de nos politiques culturelles sur le territoire, de comment on agit. Et où, voilà, que les points de faiblesse, et de voir un peu comment fonctionne tout cet écosystème à l'échelle d'un territoire. Et donc, du coup, ça permis un petit peu de prendre du recul en ce moment, d'échanger actuellement avec l'IDAC, avec l'OARA, avec les départements pour se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne dans ces temps de crise, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place en termes de fonctionnement dans cet écosystème culturel. C'est souvent un petit peu ce qu'appelle l'IDAC, les galaxies, les satellites, mais nous aussi on a mis en place des choses comme ça, et ça c'est vraiment intéressant de voir la complémentarité et justement cette coopération qui a pu se jouer entre ces différentes structures pour continuer à proposer des choses. Alors vous avez fait un clin d'œil au cercle, c'est un très bel exemple au niveau des cercles de Gascogne, par exemple, sur le territoire du parc. On s'est dit, solidarité envers des publics sur lesquels on ne va jamais, donc les aînés, par exemple, solidarité envers les artistes, donc on n'annule pas des dates, on ne les reporte pas, parce que de toute façon, l'agenda est complètement calé pour le deuxième semestre. Où est-ce qu'on va ? On va aller dans les EHPAD. Donc, c'est le cas. Avant-hier, on était sur Capsieux. La semaine prochaine, Pissos. Donc, voilà, les cercles investissent de nouveaux lieux justement pour participer à ce moment-là, pour marquer un petit peu leur présence, parce que souvent, là où il y a un cercle, il y a un EHPAD. Et puis aussi pour se questionner sur d'autres manières d'agir et d'être présent sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. En même temps, tu es allé déjà du côté de la troisième question en fait avec mais bon, c'est compliqué en fait. C'est vrai que c'est 3 questions très précises, mais finalement tout se mêle, tout se croise. Et c'est vrai que dans ton intervention aussi, il y a une dimension d'innovation quelque part et de transformation. Comment est-ce que on peut finalement s'adapter, transformer et faire d'autres propositions qui soient plus en lien avec vraiment la spécificité du territoire et de ses acteurs. Nous allons peut-être passer à la deuxième question parce que le temps file. Je crois qu'il n'y a pas de questions derrière les écrans. Pas encore. Alors n'hésitez pas. Voilà, Gwenaëlle attend impatiemment vos questions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Gwenaëlle. Alors je change le côté du micro ici, si tu veux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions, partage d'expérience que je viendrai relayer au fur et à mesure.
un petit partage de Céline. Donc, pour les bibliothèques, Biblio-Gironde a maintenu le lien pendant le confinement en proposant de maintenir le festival prévu début juillet. Il y a de la voix dans vos bibles et l'adapter aux contraintes du confinement. J'ajoute à cette référence le petit rapport UBIC qui a été mentionné par Jérôme Gauthier. Voilà, je regarde Vincent, qui a retrouvé, j'ai mis le lien sur le fil de discussion YouTube, et qui a retrouvé, bien entendu, dans notre centre de ressources. Alors, petite intervention de notre collègue. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà, qui nous préserve. Donc, merci Amélie. Ça fonctionne toujours bien, le micro? Impeccable. La deuxième question, alors je l'ai dit parce que c'est un peu le fil conducteur de l'ensemble du Summer Camp, donc je reste dans le cadre. Cette question, c'est comment de votre côté, donc, tentez-vous de répondre à cette situation inédite ? J'avais envie d'évoquer aussi cette petite citation de Jean-Michel Tobelem, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est un professeur associé des universités Paris-Sorbonne, et qui dit qu'au-delà des mesures économiques à prendre pour aider les acteurs culturels à se relever de la crise, l'heure est à un changement d'orientation pour aller vers plus de participation des habitants, plus de diffusion des œuvres et plus d'inclusion des citoyens dans les activités culturelles. Pour lui, finalement, le coronavirus n'est qu'un catalyseur de cette nécessité. Et j'aime bien cette notion de catalyseur parce que finalement, est-ce que cette crise met en exergue ce que vous avez commencé à évoquer en première question, de choses en effet qui existent mais qui sont à approfondir et à faire évoluer. Et aujourd'hui, comme disait Sébastien, il y a un coup de projecteur sur ces différentes actions qui mériteraient d'être plus accompagnées ou voilà, qui pourrait être plus développé en fait. Donc cette question, c'est comment de votre côté tentez-vous de répondre à cette situation inédite? Il y a quelques pistes qui ont déjà été proposées. Qui est-ce qui veut commencer? Bon, moi, je suis là depuis très peu de temps, donc pour répondre à la question, c'est plutôt difficile. Quoique, il y a je vais être un peu provocateur, mais la politique culturelle à Riom, ça sera de ne pas en avoir. Savoir, on a eu, pendant le confinement, on a eu des habitants comme des comédiens, des auteurs, des éclairagistes, etc., qui sont venus nous voir et nous ont dit, bon, il n'y a pas le festival, ok, mais il faut que l'on parle, il faut que l'on se parle et que l'on travaille ensemble. Il faut qu'on réfléchisse à un projet parce que, alors, je crois qu'il y a une personne dans l'assistance qui est arrivée à Riom il y a peu de temps et qui, et comme d'autres, ont envie d'apporter leur contribution sociale et culturelle et de construire possiblement une autre offre qui ressemble à la sociologie de Riom. La sociologie de la commune évolue beaucoup sur nos communes. Je pense qu'à Paillé, c'est pareil aussi. On a des Bordelais qui arrivent dans nos campagnes, des Parisiens qui arrivent dans nos campagnes. On a, par exemple, l'une des responsables de Arte qui est arrivée à Riom et qui, chacun se propose de mettre son réseau au bénéfice de la communauté, et quel que soit le type de réseau. Et ce sont ces valeurs ajoutées que, en tant qu'élus, nous souhaitons contribuer à l'assemblage de ces réseaux-là pour faire émerger une offre. Alors, il faut bien que les élus restent à leur place aussi. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais maintenant, il est très clair, la sociologie évoluant, les nouveaux habitants arrivant sur Riom, de plus en plus, ont envie de participer à une vie sociale, mais ils ne savent pas par quoi on commence. Alors, j'en reviens au cercle, mais on n'a plus de place de village dans nos communes. En tout cas, voilà, aujourd'hui, la place du village, c'est la grande surface.
Donc, qui est un pub avec une démarche sociale et culturelle peut faciliter et a déjà facilité il y a quelques années les rencontres entre les marcheurs, des artisans, voilà. Et je crois que nous, notre approche, ça va être de réouvrir le cercle pour la fin de l'année, pour faciliter l'hybridation l'hybridation sociale des habitants qu'ils inventent et qu'ils formulent des projets. Et nous serons là pour les accompagner, pour les aider aussi à faire des choix, trouver des moyens pour mettre en œuvre les projets qu'ils proposeront. Et puis, cette perspective-là, ce n'est pas que de l'animation. C'est bien autre chose encore, c'est comment on peut vivre ensemble. Alors notre perspective ensuite, c'est de réhabiliter le bourg historique, de reconquérir la muraille, de la restaurer, et puis surtout que l'espace public de Rions soit un lieu vivant. Et donc, on compte à terme associer les acteurs de la culture à la réflexion sur la reconquête de l'espace urbain. Voilà. C'est vraiment, ce ne sont pas des mondes qui doivent vivre en parallèle. Il faut à tout prix que le monde de la culture qu'il contribue à l'élaboration d'un récit urbain, d'un imaginaire commun. Et donc ça, c'est le travail que l'on souhaite poser dès la fin de l'année. Belle perspective. Vous m'avez fait peur un peu en disant que voilà, pas de politique culturelle sur Rions. Mais bon, ça se termine bien. Monsieur Gauthier, éventuellement. Ok, nous avons constaté en tant qu'élus locaux, c'est sûr on a fait allusion tout à l'heure au besoin d'arrêter cette solitude, parce que dans un premier temps, il y a eu un côté cocon, si on peut dire, du Covid, où les gens se sont bien centrés sur leur famille, etc. C'était positif, mais on l'a bien constaté, notamment dans le déconfinement, que les gens avaient un gros besoin, un véritable besoin de parler à l'autre, de communiquer à l'autre. Et on le sait tous, la culture est un élément fondamental du lien. Donc, ce qui nous amène en tout cas à réfléchir, alors sans avoir des projets communaux peut-être un peu particuliers, mais ce qui est important, en tout cas, c'est qu'il faut revoir les choses de manière différente. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est qu'il faut aller plus vers les habitants. Les habitants donc le souhaitent. On a fait allusion tout à l'heure à Ubique, qui justement, dans le cadre du rapport Ubique, on a fait participer le maximum de personnes, mais aussi dans ce même rapport, il était déjà préinscrit la nécessité d'aller dans plusieurs lieux du territoire. Il se trouve que la communauté commune de Convergence-Garonne, il y a 27 communes, 32 000 habitants, donc c'est très étendu physiquement, donc c'est très compliqué de faire du lien. Déjà au niveau d'une communauté commune, c'est encore pire si on peut dire, d'où une réflexion différente. Et face donc à la situation qui nous a obligés à annuler le festival Ruez-vous donc de Rions, nous avons réfléchi et essayé de voir comment on pouvait réutiliser le capital finalement qu'on avait, ce dont nous bénéficions, pour aller ailleurs. Et nous proposons donc pour cet été d'aller dans différents endroits de patrimoniaux. Donc ça peut être l'île Raymond si c'est le patrimoine naturel, ça peut être le château de Budos, ça peut être une halle à Barsac, c'est-à-dire il y a un double intérêt par rapport à nos axes. C'est à la fois ça met en valeur le patrimoine évidemment, mais aussi ça permet d'aller vers les habitants. On ne fait pas un grand événement dans lequel on réunit les habitants, mais là on va aller vers les différents types d'habitants, vers différents lieux, avec des communes dans lesquelles il ne se passe pas forcément grand-chose, pour dire les choses simplement. Et on l'a bien vu parce que l'accueil premier des élus de chaque commune est tout à fait positif, très favorable. Donc nous sommes contents de contribuer à cet aspect-là. Donc là aussi, c'est une manière de réagir finalement face à une situation nouvelle, pratique nouvelle. Très bien. Donc ce vivre ensemble, cette solidarité qui se déploie vraiment sur le territoire et donc ce lien aussi entre élus, techniciens, peut-être Christophe, dans le cadre de ce contexte, comment est-ce que vous le travaillez ? C'est vrai qu'on a travaillé ensemble entre élus et techniciens, vraiment en permanence, pour qu'à la fois l'élu puisse porter, on va dire, la bonne parole auprès d'autres élus et du bureau de la communauté de communes. Mais en tout cas, au-delà de ça, on a vraiment réfléchi à
comment faire une force de ces annulations d'un festival. Nous, c'est vrai qu'on gère un gros festival ici à Rions, donc qui nous occupe une bonne partie de l'été et de l'année même. Donc comment, par rapport à ça, on rebondit. Effectivement, le fait de disséminer des spectacles dans les communes sur le territoire, du coup, de passer à des petites jauges sur des communes et plutôt d'avoir un gros festival et des grosses jauges sur une seule commune. C'est vrai que ça, c'est une réponse qu'on a donnée. Et certainement nous amènera à réfléchir pour la suite, parce que c'est vrai qu'on a eu un très très bon accueil dans les communes dans lesquelles on a proposé des spectacles, mettre en valeur aussi leur patrimoine. À Rions, effectivement, c'est le but aussi du festival, de mettre en valeur tout ce patrimoine, mais il y a d'autres communes qui ont beaucoup de patrimoine, et donc on s'est vraiment focalisé sur des attraits patrimoniaux forts, sur des communes. Il y en a beaucoup ici des deux côtés de la Garonne. Et du coup, ça nous permet, alors on commence la semaine prochaine, on n'a pas encore testé, on verra si ça fonctionne, mais en tout cas, il y a une demande, ça c'est sûr, des habitants en premier lieu, parce qu'on est parti de cette réflexion-là, c'est-à-dire que la crise a emmené, a contraint les gens à ne plus beaucoup moins partir en vacances, voire à travailler pendant l'été, puisqu'ils n'ont pas travaillé pendant quelques mois avant. Et on s'est dit, voilà, nous, notre rôle de service public de la culture, c'est de proposer, d'abord en direction des habitants, des propositions culturelles qui ont été annulées, mais du coup on va les faire différemment. Voilà, donc c'était vraiment le but, et que les personnes aussi redécouvrent leur patrimoine de leur territoire différemment aussi, puisqu'on n'a pas l'habitude, on va dire, de le faire en temps normal. Voilà. Donc voilà les réflexions qu'on a eues et comment on a rebondi par rapport à ça. Après, il y a la question aussi des autres festivals de la communauté de communes et de nos partenaires culturels locaux, avec qui aussi on a... Alors, nous, on n'a pas pu agir directement sur... peut-être Céline pourra témoigner des Nuits Atypiques, mais on n'a pas pu agir sur leur programmation. Ils ont fait leur choix par rapport aussi à leurs contraintes, par rapport à la diffusion qu'ils ont dans leur festival et des lieux. Mais en tout cas, on a échangé entre nous, on a essayé de trouver des solutions. Nous aussi, on a un support de communication, donc on a dit dès le départ, on va le mettre à disposition des événements qui seront proposés pendant l'été. Voilà. Après, il y en a qui effectivement ont pu maintenir des choses, ce qui était plutôt décalé dans le temps. Je pense à les baladins à Cadillac, qui ont pu maintenir des événements. Mais certains, effectivement, en juin, ont été contraints d'annuler complètement. Et là, après, on n'a pas pu, même si on a échangé, échanger les possibilités, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Voilà. Oui, on arrive à des limites aussi, forcément. Donc peut-être qu'à l'instar de ce qui vient d'être dit et de ce que Christophe a indiqué par rapport à l'annulation de certaines manifestations et de comment est-ce qu'on peut imaginer malgré tout de mettre en place certains événements pour favoriser ce lien et ce vivre ensemble sur les communes. Est-ce que parmi vous, à Créon par exemple, Carlina ou Céline, sur la communauté de communes Latitude Nord Gironde, vous avez des exemples de ce type, ou des questions aussi parmi le reste du public? Carlina, oui. Alors le micro va arriver à Carlina. Avant qu'il arrive, juste quelques réactions par rapport à ce qui est dit sur le fil de discussion. Donc merci encore pour vos témoignages. Deux témoignages qui vont dans le sens d'un temps de confinement qui a été profitable pour du temps de formation. Donc une montée en compétence de l'ensemble des acteurs artistiques et culturels. Ça a peut-être été votre cas ou le cas aussi des acteurs du territoire, vous pourrez en parler. Et aussi du transfert de connaissances et de savoir-faire entre les personnes pendant ce temps de confinement. Et à ce titre, et je les en remercie, donc Nadia Larina de Fluo Compagnie et Mylène Sanchez de Clac Clac plébiscitent les actions de formation de l'IDAC. Donc c'est bien, les acteurs font la pub de ce qu'on fait. Donc j'ai remis le lien en tout cas vers nos actions de formation à ce moment-là. Et Mylène Sanchez de Clac Clac citait aussi un projet
projet qui a pris tout son sens encore plus pendant le confinement, c'est le projet du NAMAP culturel qui pour l'instant n'a pas pu se mettre en place puisque pas encore suffisamment de soutien ou en tout cas pas de modèle économique trouvé, mais une idée en tout cas qu'elle a en tête et qu'elle souhaiterait développer. Donc je l'encourage aussi à nous en dire un peu plus sur ce projet pour qu'on puisse le partager. Oui, c'est une bonne idée qui est à partager en effet, et c'est l'occasion, c'est aussi pour ça qu'il y a ces temps de rencontre aussi, c'est vraiment pour favoriser le lien aussi entre nous tous, entre acteurs et opérateurs artistiques et culturels. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé par cette idée, de nous contacter et contacter Mylène. Donc le micro arrive près de Carlina, merci beaucoup. Ah, on ne t'entend pas très bien. Un petit souci technique qui va être réparé tout de suite. Voilà. Carlina Cavador, donc de la rurale située à Créon. C'était la première blague. Bonjour à tous. Effectivement, donc je travaille pour l'association La Rurale, qui est un opérateur sans lieu, qui mène un projet de territoire culturel sur le territoire du Créonais. Donc, historiquement, d'abord on évoluait sur Créon, et puis petit à petit, en fait, le projet s'est développé à l'échelle de la communauté des communes du Créonais, notamment pour la mise en place d'actions de médiation. Effectivement, face à cette crise, on n'a encore pas trouvé les réponses. Je crois qu'il faut être honnête, que les réponses, on ne les a toujours pas. Que la question de temps qui s'étire pour nous est très importante. C'est vrai que cette période de confinement nous a permis, nous déjà dans la gouvernance, dans l'association, en fait, de rétablir en fait des modalités d'intervention. De prendre le temps de mieux s'écouter. Les commissions avec les bénévoles aussi ont retrouvé une place. Et on a très très envie en fait de maintenir et de développer en fait ce travail avec les habitants pour réintroduire en fait leurs paroles et faire remonter leurs besoins dans le projet culturel de territoire qu'on est en train de mener. Avec les politiques également, en fait, comment en fait, je reviens en fait sur ce que tu disais Vincent, travailler à la transversalité. Chez nous, il n'y a pas de compétences culture ni à la communauté des communes. Nous n'avons pas d'élus à la culture à Créon non plus. Donc, comment on travaille en fait avec les compétences, les autres compétences, l'urbanisme, le champ du social, et nous aussi tous les opérateurs du territoire, qu'ils soient associatifs, culturels, mais aussi les commerçants, les habitants et tout cet écosystème avec lequel on a envie en fait de développer vraiment maintenant un projet plus ancré en lien avec les besoins qu'il va falloir faire remonter. Donc nous, les réponses, après les annulations et les reports, et surtout se battre pour, une fois qu'on avait la certitude que tous les partenaires financiers, on les remercie ici aussi, continuer en fait à nous accompagner financièrement. Donc c'était d'abord d'indemniser tous les artistes, report, annulation compris, et ça a été vraiment un choix très fort porté par l'association. Et maintenant, en fait, c'est peut-être plus pour la saison 2021. On a imaginé des choses, je dirais plus innovantes, dans le sens où on a eu envie de donner aussi des cartes blanches à des artistes pour réintroduire en fait des événements. On aimerait bien créer un temps fort aussi pour réinvestir la place du village. La place de Créon, avec des artistes pour le réexploiter, mais aussi avec les commerçants, avec les habitants. Mais on a envie de se donner le temps, parce qu'on court toujours après ce fameux temps, et parfois, en fait, on oublie voilà, d'introduire l'ensemble des partenaires qui pourraient amener une plus-value en fait, à ces événements. Après, bien sûr, pour cet été, on avait un événement, la Pie sous les étoiles, labellisé Scène d'été, où on déployait des concerts sur le long de la piste cyclable à Créon.
Certains de ces concerts, tous ont été effectivement annulés. Mais il y a certains groupes qu'on est en train de redéployer dans des EHPAD, aussi dans des quartiers. On est en train d'imaginer, voilà, avec les élus, en direction de quel public en fait on peut aller poser cet acte artistique dans l'espace public. Voilà. J'essaie de faire de manière synthétique. On aurait encore plein de choses à dire, mais voilà ce qu'il en est pour nous. Merci beaucoup, Carlina. D'autant plus, merci qu'ici, quand même, il faut savoir, il y a quand même pas mal de petits bruits entre des tondeuses ou derrière nous, et puis le bruit des graviers, la cloche. Enfin bon, voilà, nous sommes au cœur de vivant, voilà, c'est vivant. En tout cas, merci Carlina. Il y a vraiment cette idée, en effet, de temporalité, de prendre le temps et surtout de garder le cap. Finalement, il y a de ça aussi dans ce que tu évoquais. Est-ce que d'autres... Oui, c'est Céline Marsol, donc pour la communauté de communes Latitude Nord-Gironde. Merci. Oui, c'est vrai que... Oui, ça fonctionne. On m'entend ? Oui. Oui, ce qui est important et moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait justement d'avoir du temps pour une fois, qu'on a utilisé autrement, et le fait qu'on se remette en question. Et que, en fait, cette période-là nous a interrogés sur les outils et sur nos projets, et on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas forcément tout le temps adaptés. Voilà, qu'il fallait réinventer des choses ou en tout cas renforcer certains projets. Nous, pour le coup, une des actions qu'on va mener pour essayer de réenchanter tout ça, c'est de valoriser les dynamiques associatives du territoire. Nous, c'est beaucoup d'associations. Alors, on a peu de compagnies professionnelles et d'artistes professionnels sur le territoire, en tout cas, qui sont organisés en structure, mais on a beaucoup d'associations de pratiques artistiques et culturelles. Et l'idée, justement, c'est de les mettre en valeur, parce que je pense que la rentrée va être difficile et qu'il faut qu'on soit là en soutien. C'est comme ça que les élus ont souhaité aussi construire le centre intercommunal d'action culturelle, vraiment pour accompagner les acteurs de terrain. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait un lien qui était trop ténu, qui n'était pas assez fort. Donc l'idée, c'est de le renforcer et de vraiment accompagner la visibilité de ces acteurs auprès de tous les habitants, de faire connaître en tout cas. Donc de renforcer notre rôle ressource. Je pense que ça, c'est important aussi parce qu'ils se sont souvent sentis seuls. Donc je pense que c'est là qu'on a vraiment des choses à jouer, quoi. Merci beaucoup. Oui, c'est certain qu'il y a de la ressource, des informations, des actions qui existent et qui ne sont pas toujours finalement connues. Et c'est vrai qu'avec cette situation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, il y a vraiment un coup de projecteur dessus et c'est comment est-ce qu'on continue finalement à les mettre en exergue, à les valoriser et à associer la population, les habitants, les usagers, voilà, parce que tout ce que l'on met en œuvre et le pourquoi on est là ici aujourd'hui aussi, c'est bien pour le citoyen finalement de nos territoires. Merci Céline pour cette intervention. D'autres questions? Non? Très bien. Donc si vous pouvez vous présenter quand vous aurez le micro. Merci. Bonjour, c'est bon? Alors, je suis Céline Lacombe du Festival des Nuits Atypiques. Donc, je réponds à Christophe, puisque les Nuits Atypiques sont partenaires de la communauté de communes de Convergence Garonne. Et chaque année, on organise plusieurs étapes du festival. Donc, pour rappel, les Nuits Atypiques, c'est un festival itinérant. Voilà, qui va de commune en commune sur le sud Gironde pour un nombre donné d'événements à chaque édition. Donc cette année, nous avions prévu 34 événements sur les mois de juin et juillet. Donc c'était une édition quand même ambitieuse. Voilà, la temporalité n'a pas tellement joué en notre faveur puisqu'on commençait le 3 juin. Justement, à Bazas et très rapidement au Parc Chavat de Podensac. Donc on a des jauges variables et sur Podensac, c'était une jauge importante. Donc nous avons dû annuler le festival le plus tardivement possible, mais dû annuler par rapport à notre calendrier en fait qui arrivait tôt par rapport à ce qu'il était permis de faire. On est resté dans le brouillard très longtemps. On a beaucoup communiqué avec les autres acteurs culturels, communiqué avec les artistes, communiqué avec les divers partenaires. Voilà. Donc on a
pas posé de solution forcément de report, on en a très peu. On reprogrammera les artistes l'année prochaine, probablement tout ou partie, en fonction de ce qu'on pourra faire, puisqu'on n'a pas trop de visibilité non plus sur ce qu'on pourra faire l'année prochaine, ne serait-ce qu'en termes de financement. Voilà. Par contre, ce qui a été très important sur cette édition annulée, c'est que la très grande majorité de nos partenaires financiers nous ont soutenus déjà d'une part dans notre désir de sauvegarder notre structure, puisque on ne sort pas indemne d'un festival entièrement annulé, et d'autre part dans notre désir de solidarité avec les artistes, puisqu'on est totalement interdépendant. Sans structure qui programme, il n'y a plus de concerts, mais sans artistes, les structures ne programment plus. Voilà, donc grâce au soutien de la région, du département, de la DRAC et de la SACEM notamment, et ainsi que des communes, dans la mesure de leurs possibilités, le festival a lui aussi pu, dans la mesure de ses possibilités, proposer des dédommagements aux artistes, ce qui a été très appréciable pour l'équilibre de leur activité. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes là cet après-midi aussi pour poursuivre merci, très bien, voilà. Pour poursuivre cet échange sur cette thématique qui nous occupera également cet après-midi. Merci pour votre intervention. Donc, nous allons passer à la dernière question, mais je crois oui qu'il y a une question ou une remarque derrière l'écran. Donc, si nous pouvons avoir le micro. Merci en tout cas de vous mobiliser aussi derrière cet écran. Voilà. Bon. Merci beaucoup Amélie. Effectivement, une remarque de Nadia Larina de Fluo Compagnie, une question. À son sens, on voit que le maintien des activités culturelles était plus important dans les petites communes que dans les grandes villes, ce qui veut dire que la proximité des petites communes semble bénéfique pour les actions culturelles et les actions artistiques. Et elle nous livre cette réflexion. L'avenir appartiendrait au petit format, à la proximité culturelle, tout en gardant nos distances, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que c'est en lien avec la troisième question. C'est parfait. Merci pour avoir posé cette question impeccable. Donc, sur cette troisième question qui parle d'innovation, quelles sont-elles? Quel type d'innovation pouvons-nous mettre à l'œuvre pour s'adapter à ces mutations? Il y a déjà des choses qui ont commencé à être évoquées dans le public, mais voilà, notre public témoin, si vous voulez bien prendre la parole, sur cette question de l'innovation. Oui. Alors, sur l'innovation, on m'entend? Non. Oui. Je rejoins Carolina. Je pense qu'on n'a pas les solutions encore. Voilà, c'est quand même très compliqué de se projeter sur ce qui va être demain, les usages des publics, les pratiques que nous on pourra mettre en place. Voilà, c'est quand même très compliqué de se projeter. Moi, je pense aussi que on a eu une première vague de confinement qui nous a tous arrêtés dans nos pratiques et dans notre course effrénée à la programmation et à la diffusion et de spectacles. Mais je pense qu'elle ne nous a pas encore servi de leçon. Je crois qu'on est tous très vite en train de se remettre au travail sur la rentrée, sur la saison prochaine, n'est-ce pas Mathilde, etc. Donc on a fait un coup d'arrêt et très vite on s'est remis au travail pour la suite. Par contre, je pense que si effectivement ça continue, là on va quand même vraiment se poser ces questions-là. Et là, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, moi c'est mon avis, enfin, peut-être que certains ont déjà pensé à l'avenir, mais moi j'ai l'impression qu'il nous faut une deuxième petite alerte pour qu'on se dise, oui, là vraiment on va pas pouvoir continuer comme parce que là j'ai l'impression qu'on continue à refaire les choses. Donc ça c'est une première chose. Après sur la question de la proximité, oui, il y a des choses donc qu'on a pu quand même, alors je sais pas si c'est de l'innovation, mais en tout cas de l'adaptation. La proximité, oui, en milieu plutôt rural, permet, oui, comme on l'a dit, de passer de grosses jauges aux petites jauges,
peut-être que c'est pas le cas dans les grandes villes, à Bordeaux. C'est plus compliqué de maîtriser des jauges dans la rue Sainte-Catherine que nous dans la rue du Lion à Rions. Mais voilà, c'est peut-être ça. Nous, c'est vrai qu'on a pu réagir, on a pu rebondir là-dessus. On a des lieux, d'ailleurs comme ici, en petit comité, en petites jauges qui sont très très agréables. Et donc on les a très vite investis. Enfin, en tout cas, on avait envie comme ça de les investir très vite. Voilà, dans l'adaptation qu'on a, effectivement, qui est une. Je pense que c'est dans plein d'endroits, on est passé à des grosses jauges aux petites jauges, ça c'est sûr. Une autre adaptation aussi, c'est le numérique, effectivement. Alors nous, on l'a un petit peu abordé. Notamment avec l'éducation artistique et culturelle, avec des compagnies qui nous ont proposé. Effectivement, l'école était complètement... c'était plus possible de revenir. En tout cas, ça a évolué tout le temps, toutes les semaines. Est-ce qu'on peut revenir à l'école ou est-ce qu'on peut pas ? Bon, voilà, on a fait comme tout le monde, on a suivi un petit peu. Et puis au bout d'un moment, on a dit, on trouve une autre solution, c'est-à-dire de passer sur format numérique. Et effectivement, des compagnies ont pu filmer des choses, l'envoyer aux enfants. Et nous, on a pu transmettre ce lien et finir, par exemple, donc, les parcours d'éducation artistique et culturelle que l'on mène. Il y a eu plusieurs formats d'ateliers numériques qui ont été envoyés aux écoles, qui ont été produits par les compagnies. On a même eu le cas d'une compagnie qui s'est filmée sur un espace où elle devait jouer, donc sur un espace naturel très proche d'ici, sur l'île de Raymond, et qui a fait exactement en film ce que les enfants auraient vécu sur le terrain et leur a envoyé en vidéo. Voilà. Donc il y a eu comme ça des petites adaptations possibles. C'est pas, j'appellerais pas ça innovation pour l'instant, mais en tout cas des prémices. Voilà. Et les enfants, comment ont-ils perçu, ont-ils reçu Alors là, nous, est-ce qu'on a un retour ? À ce jour, vous n'avez peut-être pas de retour. Parce qu'on n'a pas revu non plus les enseignants. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on aura un retour à la rentrée quand on reverra les enseignants comment ils ont fait passer ces supports-là. Très bien. Monsieur Gauthier ? Oui, pour reprendre presque point par point sur quoi Christophe s'est exprimé, c'est vrai que d'abord, il y a vraiment ce qui est particulier à ce Covid, c'est l'inconnu. On sait que on sait pas ce que sera demain, après-demain. C'est toujours très compliqué, évidemment, de se projeter. Alors, je ne sais pas si on attend une seconde vague pour avoir d'autres pratiques de façon plus confirmée, parce qu'évidemment, il y a toujours un côté espoir. On se dit, c'est passé, on va passer à autre chose, et on le voit bien dans le port des masques en ce moment. Enfin, on voit bien toujours cette attitude ambiguë que nous avons, des confinements au confinement. Est-ce que ça va perdurer, pas perdurer ? On a tellement espoir que ça va s'arrêter, mais de l'autre côté, on est quand même conscient que c'est pas si évident que ça. Donc c'est ça qui est compliqué, je dirais, humainement, de se projeter, et donc forcément dans le cadre d'une politique. Donc c'est ça qui est vraiment complexe à mettre en place. Le deuxième point dont tu as parlé, c'est effectivement, on voit bien que la notion de grande jauge, aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. Ça veut dire qu'il faut effectivement réfléchir différemment avec une série de petites jauges, une série d'éléments. Ça a été dit, ça peut être auprès des EHPAD, ça peut être auprès des écoles, ça peut être dans une petite place de quartier. Enfin, on voit aujourd'hui que c'est plutôt ce type de piste-là qu'il va falloir privilégier. Fini les grands shows, si je puis dire. J'exagère un peu, évidemment, je caricature, mais plutôt des petites jauges à adresser à des publics comme ça. Et puis troisième point, donc le numérique. C'est vrai que le numérique, on le sait depuis longtemps, notamment auprès des populations les plus jeunes, il y a une démocratisation culturelle incontestable avec le numérique. Et certains se sont mis un peu encore plus, justement, profiter pour faire, des visites virtuelles de musées, écouter des musiques qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter par ailleurs, parce que ça a été dit. Et je confirme, c'est vrai que la notion de temps était complètement différente et on voit bien que ça, c'est une donnée essentielle du problème. Moi, j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à ce numérique et par rapport à tout ça. Je pense d'abord que la médiation culturelle est essentielle. On voit bien que quand on est tout seul face à un ordinateur, ça a été également évoqué tout à l'heure, je suis enseignant par ailleurs et je voyais bien la différence entre les différents élèves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que ça fait de grosses différences. Et là, quelque part, on a accentué les inégalités. Donc le numérique est un moyen, mais à condition de bien le gérer, comme tous les outils. Et vraiment, cette absence de médiation, on faisait allusion au retour à l'éducation artistique culturelle. C'est vrai que c'est pas parce qu'on filme quelque chose qu'on le donne à voir aux enfants que ça va faire du bon travail, si on peut dire. Il faut vraiment quelque chose par derrière. Et là, l'humain est essentiel, comme le prof a été essentiel, à mon avis. Et par ailleurs, le numérique ne doit bien être qu'un outil. Et puis, une autre inquiétude aussi à partager, c'est-à-dire que l'inconvénient des petites jauges, c'est que quelque part, les gens vont se regrouper, j'ai une petite crainte, qui sont regroupés par quartier, si je puis dire,
par commune au maximum et pas au niveau d'une communauté de communes, par exemple. Et l'avantage pour moi de Devriez-vous, c'est qu'il y avait des habitants de toute la communauté de communes, même d'autres territoires. Et le fait, ces abolitions de frontières sont, à mon avis, fondamentales pour un élu responsable de la culture. Et là, j'ai une crainte quand même qu'on fasse ou par sectorisation d'âge ou par sectorisation géographique et qu'on évite cet aspect-là, alors qu'à mon avis, la culture a remédiation humaine, si je puis dire, pour retisser les liens entre les gens, un rôle fondamental à jouer. Et là, j'ai quelques inquiétudes. Très bien. Monsieur Joanneau ? Je prolongerai peut-être un petit peu en allant vers la question du modèle économique, au fond. Parce que si les jauges, elles sont faibles, ça pose la question de la capacité des collectivités à porter la charge de ces animations, des spectacles. Donc aujourd'hui, là nous j'en profite pour faire la publicité. Donc on a une date le 11 août. Voilà, voilà, je fais la publicité à Rions. Voilà, donc en plus on va être limité en nombre. Je crois que c'est 200. Voilà, c'est 200 personnes. J'ai bien lu le dossier, cher Christophe. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura quand même toute une infrastructure que la commune ne pourrait pas porter seule. Moi, je me pose aussi la question de pourquoi fait-on à chaque fois les spectacles dans le bourg ? Alors, c'est parce qu'il y a la facilité, il y a une densité de population qui fait que forcément on arrive à optimiser la visibilité de spectacle. Mais pardon, on a des habitants, on a des quartiers, des hameaux qui ont besoin aussi d'avoir un accès à la culture et d'avoir accès à des spectacles. Et je me pose la question de comment fait-on pour décentraliser l'action culturelle dans les coteaux. Donc, ce sont des questions qui se posent avec ce changement d'échelle. Moi, je compte sur la communauté de communes pour m'aider à trouver les réponses. Voilà, mais je crois qu'on est vraiment dans le grand flou. Voilà. Alors, Philippe Sanchez, une question ? Une réaction juste par rapport à ce que tu commençais à dire, Christophe, et que vous avez relayé sur, effectivement, a-t-on tiré les enseignements d'un phénomène sanitaire comme celui-ci, en sachant qu'a priori, il va durer encore un peu, et qu'après celui-ci, il y en aura probablement d'autres. Moi, ça m'interroge sur le constat, et il est vrai que dans le cadre de la crise sanitaire, économique, financière, globalement, l'État, les collectivités territoriales, chacun à leur niveau, les communes, les opérateurs publics ou parapublics ont plutôt bien réagi, avec les intercommunalités aussi d'ailleurs, il faut le souligner, sur le fait d'assumer ce que ça a pu coûter, les annulations, les reports, les pertes d'emplois momentanés pour la communauté artistique, avec les questions que ça a aussi sur le champ de l'EAC ou des établissements culturels. On n'a pas trop parlé des bibliothèques, des écoles de musique, mais aussi tout ce rapport-là quand même, qui pose les questions d'un face-à-face pédagogique sur les pratiques amateurs, l'enseignement, mais aussi sur, je pense aussi aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, les conditions de stage, de rentrer dans l'emploi culturel, mais pas que, en général d'ailleurs. Tout ça pose question, et si ça doit durer, et si on a plutôt globalement bien réagi sur des mesures d'urgence, j'ai envie de dire, puisque quand on a fait le point, il me semble, je pars sous couvert de Hélène également, sur les compagnies, les situations économiques, sur les pointages avec le collègue de la DRAC également. On a bien sûr des cas de compagnies vraiment en difficulté ou de festivals, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment très tributaires de la recette ou de l'activité elle-même. Ce qui pose question parce que ce sont aussi les premières structures, donc les moins financées par le pouvoir public, j'ai envie de dire, puisqu'elle génère une économie d'activité qui se retrouve les premières plantées. Donc ça nous pose aussi des questions, c'est-à-dire que finalement ce sont les structures les plus subventionnées qui s'en sortent le mieux, et ça pose aussi des questions sur la capacité qu'on aura à maintenir cet effort-là. Et j'en viens à ma question, mais je n'ai pas la solution. Si on a plutôt bien réagi sur les festivals, la structuration économique, les aides ponctuelles, si on rentre dans une crise sanitaire qui dure,
aura-t-on sur une deuxième vague, alors on peut toujours trouver deuxième, troisième vague, on n'en sait rien finalement, mais dans tous les cas, si ça dure, saura-t-on garder cet effort durable? Parce que vous l'avez dit, hein, monsieur le maire, ça coûte tout ça. Ça coûte, et c'est un effort d'invention, parce qu'il faut trouver la façon de donner un cours de violon dans une école de musique, de pouvoir permettre l'accès à la bibliothèque, de permettre à des festivals dont, effectivement, vous l'avez signalé, l'économie passe aussi par de la billetterie. Quand c'est pas la billetterie, c'est de l'argent public, hein, ou des mécènes quand il y en a. C'est vrai que alors il faut tirer des enseignements et profiter de ça pour se poser la question de qu'est-ce qui fait culture, et surtout de ne pas se hâter à tout refaire comme avant. Pour autant, on risque d'être dans une course un peu d'endurance dans tout ça, quoi. Et saura-t-on rester fort collectivement pour assurer le temps que cela durera? Alors c'est pas une question piège, hein, c'est une question que je me posais en vous écoutant. Merci Philippe. Je crois qu'il y a des questions ou des réactions. Donc le temps que le micro arrive jusqu'à Gwenaëlle, peut-être aussi des questions après dans le public. On peut, si c'est possible, de faire un petit zoom sur la facilitation graphique qui est en cours derrière nous. Je vois que Tiana tient vraiment bien le timing, parce qu'on va arriver à la fin de la rencontre et elle va arriver à la fin de sa feuille. Donc bravo pour ce travail. Donc quelques réactions, Gwenaëlle. Oui, merci Alexandra. Donc Nadia Larina de Fluo Compagnie qui nous dit que de son côté, donc c'est une compagnie de danse, elle commence une création de spectacle en petit format conçu dans l'espace public avec un dispositif en verre. Donc c'est en lien avec la création qui implique des femmes ayant vécu des situations d'enfermement, en lien avec le patriarcat ambiant, et elle poursuit les activités de médiation et d'éducation artistique et culturelle en présentiel et en distanciel. Maïlène Sanchez parle de sentiers féeriques dans la nature, d'écoles vertes, de balades dessinées en pleine nature. Donc là, il y a plein d'idées, puis il y a de l'espace, donc il faut venir à Rions. Et enfin, Biblio-Gironde indique qu'ils réfléchissent à la place des artistes en bibliothèque, l'envie de travailler plus étroitement avec eux. Et là, j'en profite pour dire qu'en 2021, effectivement, on réfléchit à une co-conception d'actions de formation qui croiserait artistes du spectacle vivant et milieu de la lecture publique, donc pour faciliter la culturation des deux secteurs et qu'ils se rencontrent plus largement. Voilà. Merci beaucoup, merci pour vos réactions. Dans le public, Célia Sanchez, c'est ça? Voilà, donc une petite réaction. Le micro arrive. On a parlé donc pour faire écho à ce que disait Philippe, effectivement les financements publics, ça peut venir poser question sur la façon dont se vit la culture et dont existe la culture aujourd'hui. Moi je voulais juste quand même remercier tous les partenaires institutionnels, donc le département, l'IDAC et l'OARA, qui se sont positionnés très tôt de manière solidaire avec les artistes et les territoires, du coup, puisque ça nous a permis, nous aussi, de nous positionner en solidarité des acteurs et des artistes qui intervenaient. Et on a pu positionner très rapidement un soutien auprès de ce secteur qui en avait grandement besoin, qui avait besoin de se rassurer aussi sur l'avenir. Et je voulais aussi partager avec vous un constat, puisque l'idée c'est aussi quand même par rapport à cette crise, même si l'innovation, on ne sait pas ce qu'elle va être, on ne sait pas ce qu'on va en garder, mais en tout cas, il y a des choses bénéfiques qui sont intéressantes de ne serait-ce que mentionner pour voir ce qu'on va en faire après. On ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est intéressant de le dire. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, des écoles de musique. Et donc, effectivement, il y a eu, pour avoir partagé avec pas mal d'autres écoles de musique sur la Gironde, il y a eu un constat sur le fait que le principe de cours à distance, de cours en visio, a développé l'autonomie chez certains élèves de manière assez conséquente. Certains ont vraiment progressé à la fois sur la technique, mais aussi sur l'appropriation de l'enseignement musical et de leur pratique. Et donc ça peut venir questionner des choses qui peuvent venir en complémentarité. En tout cas, nous, ça a cet effet-là sur l'école de musique, de se dire qu'on peut être aussi dans une alternance
du présentiel, comme on dit maintenant, et du distanciel, qui peut effectivement favoriser pour certains élèves, je ne dis pas tous, mais en tout cas c'est intéressant de le constater, une meilleure appropriation de la pratique. Et qui pourrait peut-être nourrir, donc là je fais le lien avec le spectacle vivant, nos pratiques en EAC avec ce que l'on fait avec les artistes. Donc on l'a vu, tu l'as dit Christophe, il y a des choses qui se sont mises en place à distance. Pourquoi pas venir compléter aussi avec les artistes des choses qui pourraient être appropriées à distance par les enfants. Voilà, c'était juste ce petit constat et cette remarque. Vous voulez ajouter quelque chose, oui, Monsieur Saumon? Bon. Mais alors, je vous laisse la parole. Et d'abord, désinfection. Oui, Célia parlait de l'enseignement de la musique à distance et il y a une décision aussi qui a été prise au niveau de la communauté de communes, justement, par rapport à la disparité de ce qui se passait entre les cours. Certains cours étaient beaucoup plus aboutis que d'autres et il y avait des enfants qui n'avaient pas les moyens aussi d'avoir des conditions convenables pour recevoir les cours. Donc il a été décidé de ne pas facturer le 3e trimestre de l'école de musique. Donc ça manque à gagner pour la communauté de communes, certes, mais bon, c'était un choix et ça va dans le sens aussi où on a payé les artistes des spectacles, dans le sens de la pérennisation des artistes, et là c'était d'un sens vers les familles. Donc on n'a pas facturé ce 3e trimestre. Il y a un autre genre d'initiative, en effet. Merci beaucoup pour votre intérêt. Célia, encore une minute. Très très vite, juste pour dire, pardon, je le tiens à distance, juste pour dire que effectivement, donc il y a eu ça, mais ça a été un moment aussi où on a pu valoriser notamment le travail des enseignants des écoles de musique, qui du coup ont été beaucoup plus en visibilité, tout comme l'ont été les enseignants dans l'éducation nationale, de ce qu'ils pouvaient faire, et effectivement, et je pense que ça a pu mettre aussi en lumière le travail de certains artistes. Donc c'est quelque chose qui a été aussi positif pour que les gens voient tout ce qui se passait derrière dans le face-à-face pédagogique. Voilà, qu'il y avait un vrai travail de la part des enseignants qui se sont vraiment mobilisés. Très bien. Merci beaucoup. Donc la cloche du village m'indique qu'il est 11h30, que nous avons quasiment terminé. On va s'octroyer peut-être 5 minutes quand même pour se séparer. Est-ce que avant de clôturer cette rencontre, des personnes souhaiteraient s'exprimer et ne pas regretter en effet de ne pas avoir posé sa question ou de ne pas avoir réagi? On peut s'octroyer encore une ou deux questions. Sinon, nous allons terminer ce petit tour de jardin. En fait, beaucoup de choses ont été dites, proximité, vivre ensemble, la question aussi de l'élu et du technicien, la question de l'adaptation et comment est-ce qu'on transforme finalement nos pratiques, nos usages. Pas mal de pistes, si on fait le résumé, on va faire la synthèse en effet de ces rencontres, et il y a beaucoup de pistes qui ont été proposées. Aujourd'hui, en effet, même si on n'est pas encore dans l'innovation, en tout cas, on est sur ce cheminement-là, ce processus de transformation. En tout cas, gardons le cap parce que de belles idées sont en train de naître, qui existaient déjà finalement, puisque on peut bien observer que tout est en mouvement, tout était en cours finalement, et là il y a vraiment un coup de projecteur sur ces différentes actions qu'il faut sûrement arriver à transformer. C'est l'occasion aussi, ces temps de rencontre, vraiment de pouvoir échanger aussi entre les opérateurs, entre vous tous qui êtes présents, les différentes communautés de communes, les différents opérateurs culturels. Donc ce qui a été entendu aujourd'hui, peut-être que ça peut faire écho en distanciel aussi. Donc n'hésitons pas à échanger, à nous appeler, à nous rencontrer quand c'est possible.
Donc c'est aussi la force de ces temps de rencontre. Et j'aurais envie de clôturer cette rencontre avec une petite, la fin d'une citation qu'Emmanuel de Marcy-Motta a évoquée lors d'un entretien avec Arnaud Laporte sur France Culture. Vous lirez, il y aura la ressource en ligne, tout le passage, tout ce qu'il a indiqué. C'est très intéressant. Mais je retire vraiment pour notre rencontre aujourd'hui, pour la clôturer, cette citation: nous pouvons faire du déconfinement une fête de l'imagination et de l'imaginaire, associons toute la société à ce nouveau moment. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents à distance, en présentiel, et merci à Rions et à la communauté de communes Convergence Garonne de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci.